Ouais, salut à tous, je vous fais un petit édito, l'été c'est fait pour ça, c'est fait pour les éditos, donc ce qui permet à Millionnet de pouvoir échanger quand on le souhaite, d'être d'accord, pas d'accord, d'avancer des arguments. Des fois il y a des choses que moi je vois pas, et puis que certains voient, et puis inversement. C'est le but de la manœuvre, c'est la démocratie, on discute tous entre supporters de l'OL et autres, et c'est ça qui permet de faire avancer le club, je pense, à notre petite échelle. C'est qu'on dialogue, on avance des choses, voilà, et j'ai avancé le dernier édito sur, pour moi, le manque de stratégie entre Peter Bosz et Juninho, mais moi je reste convaincu, hein. Après, bon, sur la fin de Garcia c'est autre chose. Voilà, c'était un petit crochet, donc un Millionnet, supporter de l'OL, Gone, allez l'OL tout d'abord, parce que c'est vrai que je le dis pas assez souvent. Je vais vous faire un petit édito aujourd'hui sur quelque chose d'assez simple. C'est vraiment, on a deux personnalités de Jean-Michel Aulas. Deux personnalités de Jean-Michel Aulas. Donc cet édito va s'intituler Mister Jean-Michel, Dr Aulas. Alors le côté bon, c'est le Mister Jean-Michel. Formidable chef d'entreprise. Formidable chef d'entreprise. Lui, il est vraiment parti de rien. C'est pas comme certains, hein, surtout en France où il y a des grosses fortunes, hein, des gens qui arrivent comme Madame Bettencourt avec L'Oréal, des fortunes établies comme les Bolloré. Voilà, là on est vraiment sur quelqu'un qui s'est fait, qui a créé sa boîte, la Cégide, il y a une quarantaine d'années, qui en même temps a eu le courage à 38 ans de reprendre l'Olympique Lyonnais, parce que ça faisait beaucoup d'un coup à mener deux projets comme ça, deux projets énormes. Puis il a eu l'intelligence, 12 ans après, la reprise et la montée en division 1 à l'époque, en 89. Donc 12 ans après sa venue et 10 ans après la montée, de faire entrer au capital une entreprise importante qui s'appelle Pathé et qui a considérablement dopé le développement de l'Olympique Lyonnais. Considérablement. Là, c'était la période faste du Jean-Michel Aulas. Le créateur, parce que ce mec, c'est un créateur. Moi, je suis persuadé avant tout. Il a deux gros avantages, et trois gros avantages, ce monsieur. Moi, je le connais pas personnellement, mais je vais dire de ce que j'ai compris en lisant, en écoutant. Un, c'est un développeur. C'est quelqu'un qui veut tout le temps développer. Il développe les choses, il développe les business, il développe les projets. Secondo, c'est quelqu'un d'extrêmement persévérant. Il lâche pas l'affaire comme ça. Dans les négociations, on l'a vu, il lâche pas l'affaire, il lâche pas les projets, il vient pas 1 an, 2 ans, 3 ans sur le club ou sur une boîte et ciao, au revoir, c'est fini. Non, non, ça c'est pas lui. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a une qualité exceptionnelle de persévérance. C'est vraiment quelqu'un, comme on dit, qui pourrait monter le Kilimandjaro ou l'Everest en tongs. Et puis, il a une troisième qualité, c'est un excellent négociateur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une qualité de négociation exceptionnelle. Voilà, donc dans tout ce qui est la négociation et le lobbying, il est vraiment exceptionnel. Pour preuve du lobbying, il est devenu à un moment président de l'ECA. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était à l'époque le groupement des grands clubs professionnels européens. Avant que ce soit M. Nasser El Khelaifi qui en prenne la tête. Hein. Avant, c'était Rummenigge. Il y a 7-8 ans, il me semble qu'il était président de l'ECA. Donc le lobby des clubs européens de football au niveau des plus grands clubs. Il a beaucoup fait avancer la cause de l'Olympique Lyonnais. Et il a avancé sur son lobbying. Alors après, sur les périodes, on les connaît tous. Hein. Voilà, à un moment donné, il s'est dit, ça devient compliqué. Je fais venir Gérard Rouillet, qui connaissait très bien les instances de l'UEFA et très bien le football. Il s'est entouré de personnes intelligentes comme Bernard Lacombe, comme Marino Faccioli, comme Gérard Rouillet. Il a toujours eu des hommes de confiance autour de lui. Désormais, maintenant, c'est Vincent Ponceau plutôt. Donc il a toujours eu un numéro 2 ou un numéro 3, des conseillers autour de lui. C'est vraiment son mode de fonctionnement. Même s'il a une excellente connaissance du monde du football, il sait s'entourer de gens persuasifs et intelligents. Il a une autre qualité, c'est la finance, la comptabilité, la finance. D'ailleurs, un jour, il avait dit, pour le transfert de Ben Arfa, moi je suis un expert comptable. Moi je suis un expert comptable. C'est quelqu'un qui sait compter les sous, parce qu'un bon chef d'entreprise, il sait compter. Il dépense pas n'importe comment. Au début, en tout cas, il l'a fait. Bon, bah après, dans le football, on a eu des échecs retentissants. Hein. Johan Gourcuff, John Mensah, Jean de Macoun. Ça a été des gros échecs financiers. Puis ces dernières années, Thiago Mendes. On a eu également Joachim Andersen. C'est vrai que ça a été compliqué. On s'y est pas retrouvé. On a perdu de l'argent sur des joueurs, mais même quand il perd de l'argent, il met quand même un point d'honneur à vouloir bien vendre ses joueurs. Voilà. Même Kader Keita, voilà, qui a été un flop, mais monumental en ailier.
ben il l'a quand même vendu. Une anecdote, hein. Il allait à la pêche avec Gérard Collomb, et puis à 8h du matin sur la Saône, il avait pêché le silure, et puis il a dit je me suis couché à 4h30 du matin parce que j'étais en négociation avec, je crois que c'était Galatasaray ou Fenerbahçe, hein. Vous m'en trouvez ça, je crois que c'est Galatasaray. Il a dit voilà, je me suis retrouvé jusqu'à 4h30 du matin à négocier le transfert d'Abdulkader Keïta, qui était franchement une plaie pour le club, hein, parce que le pauvre, je crois qu'il a complètement perdu son football quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. C'était un excellent joueur à Lille, hein. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais il a toujours eu vocation à aller au bout de ses deals, à aller au bout de ses transferts, à aller au bout de son fonctionnement. Alors après, voilà, il y a eu Gourcuff, un épisode malheureux qui a coûté très très cher avec un mec très blessé. Il a toujours soutenu ses entraîneurs contre vents et marées, même Claude Puel, parce que franchement, il a été compliqué avec Aulas, hein, Claude Puel. Parce que quand même, c'est quand même quelqu'un qui, malgré le manque de résultats, peut vous apporter sa confiance. Il l'a prouvé à Rudy Garcia, il l'a prouvé à Claude Puel. Voilà, c'est hors norme ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aurait eu une vie professionnelle exceptionnelle, enfin vraiment remarquable. Moi, j'aurais toujours énormément d'admiration pour cet homme, pour le chef d'entreprise qu'il a, c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a même pas d'autres termes. Moi, je suis épaté des gens comme ça. C'est des gens qui vont au-delà. C'est des gens qui vont au-delà de leurs limites, qui avance toujours contre vents et marées. Je pense qu'humainement aussi, c'est quelqu'un de très très bon. C'est quelqu'un de très bon qui a toujours défendu les joueurs. Toujours, il a défendu ses joueurs. Toujours. Même quand ça allait pas. Et franchement, être joueur de l'Olympique Lyonnais, franchement, c'est sacré. Il a toujours défendu ses joueurs. Même Gourcuff, tout. Même des joueurs qui avaient moyennement envie, il les a défendus. Il a toujours défendu les joueurs formés à l'Olympique Lyonnais. Voilà, quand vous avez vu le reportage sur Karim Benzema, je crois que c'était il y a 2-3 ans, sur Canal+. Voilà, quand il appelle Karim Benzema, qu'on appelle Karim Benzema pour les 70 ans de Jean-Michel Aulas, et on sent vraiment, alors vous allez me dire, tu pousses, non, mais on sent vraiment un lien, peut-être limite familial, quoi. Voilà, quand Karim Benzema, moi ça me fait plaisir d'entendre ça, il dit voilà, Bernard Lacombe pour moi c'est comme un père, quoi. Voilà, Jean-Michel Aulas, je lui dois tout, bah voilà, quoi. C'est des gens qui donnent envie de bosser avec eux. C'est des gens qui sont des exemples. D'ailleurs, même Léo Dubois qui a monté une entreprise de glacerie sur Lyon, a dit j'ai beaucoup profité des conseils entrepreneuriaux de Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est ça Aulas, c'est ça. Et il le dit pas. Et en plus, il s'en vante pas d'aider les gens. Il s'en vante pas d'être dans la tâche avec les autres, de tirer les autres vers le haut. C'est exceptionnel. Moi personnellement, j'aurais beaucoup voulu le connaître. Mais alors, bon, je suis un petit gars dans mon coin. Hein. Je suis un supporter de l'OL. C'est inespéré pour un mec comme moi, je pourrais pas. Évidemment, je suis un petit mec du peuple, je vais pas y arriver, évidemment. Voilà, je suis pas bon en football. Et dans la vie, voilà, des mecs comme moi, ça n'intéresse pas. Mais en tout cas, moi, je fais ces constats sur Jean-Michel Aulas. Ne serait-ce que passer 5 minutes avec des mecs comme ça, je pense que ça vous ouvre les yeux. Alors après, bien évidemment, on a le Mister Aulas, après le docteur Jean-Michel, et là... c'est un peu le côté, alors bon, je vais pas en parler longtemps parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est un édito, le but c'est de vous faire parler, hein, vraiment de ce que vous en pensez de Jean-Michel Aulas. Voilà. Et on a vraiment le docteur Aulas. Et le docteur Aulas, c'est compliqué. Alors surtout le docteur Aulas, c'est compliqué dans la communication. C'est quelqu'un qui vraiment... Alors il y a des compétences exceptionnelles au niveau juridique, mais il est d'une mauvaise foi parfois. Alors pour défendre l'institution, vous allez me dire de l'autre côté, franchement des fois c'est fou. J'ai même pas envie de le dire parce que ça m'agace, quoi. Alors bon, vous allez me dire, ouais, mais toi aussi t'es pas bon sur ça. Ouais, moi j'ai des défauts aussi. Mais je suis pas un personnage public. Moi je suis pas un personnage public, donc j'ai pas la prétention de prétendre à ça. Sur la communication, il veut tellement défendre son institution. Alors après, ce qui est bien, hein, franchement, nous on est contents qu'il défende le beefsteak. Que des fois, nous, devant les supporters adverses, on passe pour des cons. Je pense qu'il aurait mis un peu d'eau dans son vin dans la com. C'est pour ça qu'il a pris un peu de recul aussi, hein, en 2008 avec Claude Puel. On y aurait gagné. Voilà, quand il se prend la tête régulièrement avec les journalistes de l'équipe. Quand il nous sort des contre-vérités. Il dit c'est des contre-vérités lui-même, il en sort, on le sait. Voilà, quand il dit on n'a pas de sous pour le mercato, bien sûr qu'on a des sous. Alors pourquoi il dépense pas? On le sait très bien qu'il a pas envie de dépenser, qu'il a pas les liquidités à mettre là-dedans parce qu'il rembourse un stade, parce qu'il y a eu la pandémie et tout. Voilà, et ça c'est pas bon. Sur la communication il est pas bon, puis c'est pas nouveau qu'il est pas bon. Voilà, c'est pas nouveau qu'il est pas bon sur la communication, malheureusement. Ces tweets complètement enflammés, qui ne riment à rien, et en plus ça sert à rien, parce que ça fait pas avancer le truc. Voilà, ça fait pas avancer le débat, ça fait pas grandir le club. Voilà, donc ça c'était un point négatif.
Puis si je peux lui trouver un deuxième point négatif, alors j'ai un peu du mal, mais je voulais quand même qu'il y ait un peu de plus et de moins dans le poste, parce que vous me connaissez, moi je vois souvent le verre à moitié vide. Je pense qu'on est au bout. On est au bout de la logique là maintenant. Il s'est entouré de gens exceptionnels. Marino Faccioli a fait un travail magnifique. Bernard Lacombe, j'en parle même pas. Sa vision du football. Et puis surtout la tâche qu'il avait aux joueurs, quoi. Voilà. Maintenant, ça devient compliqué pour Jean-Michel Aulas quand je vois qu'il laisse tomber Grégory Coupet. Franchement, Grégory Coupet, pour nous, il a été tout. C'est vraiment un exceptionnel gardien de but, même s'il vient de chez l'ennemi. Voilà, quand je vois comme il est parti de l'OL après avoir entraîné Anthony Lopez, un gamin du club. Quand je vois comment Grégory Coupet a dit lui-même qu'il était parti, ça me fout en l'air, quoi. Moi, ça me fout en l'air parce que voilà, on est sur des historiques du club, des mecs qui aiment le club à 200%. Et ça me fout en l'air, quoi. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je vois que l'encadrement, alors après, il s'est entouré de gens certainement compétents financièrement et au niveau marketing. Mais au niveau sportif, il suit plus autant le club qu'avant, ce qui peut se comprendre, hein. Et les mecs, 34 ans, hein. Au bout de 34 ans, tout ça se comprend. Voilà, moi je suis un peu amer parce que je voulais quand même qu'il ait une autre sortie, Jean-Michel Aulas. J'aurais tellement voulu qu'on tape une Coupe d'Europe, mais même la petite, je m'en fous, pour vraiment sortir, vraiment, même pour lui, j'aurais été super content. J'aurais voulu qu'il gagne un nouveau titre de champion de France. Mais quand je fais mon édito hier sur le flou, ça me fait chier. Honnêtement, moi, c'est pas le but de dire c'est flou. Bien sûr que c'est flou, on le sait tous. 95% des supporters de l'OL le savent que c'est flou. Ce qui se passe autour de Juninho, alors on va me dire ouais, c'est date avant de Juninho. Ouais, mais là, il s'est trop au caprice des supporters. Voilà, il a ramené Juninho parce que les supporters ont voulu que Juninho se ramène. Moi, je pense que des fois, les beaux mariages, ils se terminent. C'est pas la peine de se remarier avec la copine. Voilà, Juninho, pour moi, je reste dubitatif. C'est un peu la pression du peuple des supporters. Ça, j'aime pas du tout là-dessus. Moi, je vous le dis. Voilà, on n'a pas forcément... On peut écouter les supporters, mais faut pas céder non plus à tous les caprices des supporters. Parce que moi, je suis désolé, je resterai toujours moins compétent qu'un Jean-Michel Aulas. Je resterai toujours moins compétent que des Gérard Rouillet ou des Bernard Lacombe. Et je pense que pas mal de nous, on restera toujours moins compétents parce que c'est pas notre boulot. Même si on a vu pas mal de matchs. Voilà, donc c'était un petit édito comme ça. Un petit peu coup de poing. Mais également, beaucoup tourné en faveur de Jean-Michel Aulas, c'est très laudatif parce que on lui doit tout. Moi, franchement, j'aimerais que quand il se retire du club, on aille tous place Bellecour ou au Groupama Stadium et franchement toute la ville de Lyon, quoi. Toute la ville de Lyon, on doit y aller. Franchement, c'est pas possible, quoi. Sans lui, on n'existe même pas. Franchement, alors peut-être qu'on aura existé parce qu'aujourd'hui je vois que c'est les grands clubs les grandes villes qui commencent à attirer, évidemment. Et ça c'est un peu dommage également dans le football moderne, mais c'est devenu tellement une pompe à fric ce foot. Et c'est un magnifique sport que maintenant toutes les grosses villes, Lille s'est beaucoup développé ces dernières années alors qu'il venait de Ligue 2 il y a une quinzaine d'années. Ça s'est beaucoup développé. Bordeaux, je m'inquiète pas pour eux, ça va se redévelopper un jour. Avec Gérard Lopez ou un autre, ça se redéveloppera parce que c'est des grosses villes. Marseille pareil, ça se redéveloppera. Donc voilà, c'était un petit édito. Si vous voulez en dire plus sur Docteur Aulas, moi j'ai pas trop la pêche de le dire, mais je lui trouve pas beaucoup de défauts à cet homme, honnêtement. Moi je lui trouve pas beaucoup de défauts. Bon, malheureusement il est pas éternel. C'est peut-être le dernier défaut qu'on va lui trouver, il est pas éternel, Jean-Michel Aulas. Et ça va être quoi après lui? Moi, franchement, il y en a un qui me dit t'es contradictoire, tu nous as fait un laïus sur l'identité lyonnaise. Ouais, j'aimerais tellement qu'on la garde, mais dans le football moderne international, c'est compliqué. Tu sais, il y a aussi beaucoup de joueurs de Manchester, beaucoup de supporters de Manchester United qui ont ressorti les vieux maillots verts du Manchester United d'avant le maillot rouge. D'ailleurs, je suis pas expert de l'histoire de Manchester United, c'est pas mon club. Il y a aussi une nostalgie qui se répand un petit peu dans les clubs anglais désormais, et même en Italie, parce que j'ai des copains italiens qui m'en parlent. On est content quand il y a des investisseurs chinois, américains et tout qui débarquent, mais après d'un autre côté, c'est un peu compliqué parce que on a les résultats sportifs, en même temps on n'a plus l'actionnariat qui connaît l'identité profonde du club. Moi je suis un peu partagé, parce que j'aimerais tellement qu'on l'enseigne aux gamins, qui sont nés à Lyon en plus la plupart des gamins lyonnais. C'est ce que je disais dans mon post sur l'identité, j'aimerais qu'on l'enseigne aux joueurs qui arrivent et aux gamins. Après le problème c'est qu'est-ce qu'on va avoir après? Est-ce que le mec derrière quand il débarque il en a quelque chose à foutre? Voilà, par exemple, quand j'entends Leonardo qui dit Paris c'est pas une ville de foot, il y a un an c'est Marseille, et qui dit à Léo Messi, t'inquiète, ici tout le monde s'en branle du foot, tu vas être peinard avec ta famille, même si tu es supporter du PSG, ça te fait chier d'entendre ça. Ça te fait vraiment chier. Ok, après on va me dire mais après sur le terrain, patati, mais l'identité elle y est plus. Et Jean-Michel Aulas, une dernière qualité, il a gardé cette identité.
le plus loin possible qu'il a pu aller. Cette identité lyonnaise, il l'a eu chevillée au corps. Il est né à l'Arbrel, il est du coin. Son papa, il était à Villefranche. Il était journaliste au Progrès, il était prof de français. Il me semble que Jean-Michel Aulas, il était également à Villefranche quand il était lycéen. Il est vraiment du coin, le gars. Il sort pas n'importe où. Il connaît Lyon, il connaît tout Lyon. Voilà. Et puis il a fait son trou à Lyon, parce qu'il a dit au début j'avais du mal face aux bourgeois lyonnais qui sont fermés. Hein. Ça c'est sûr, les bourgeois lyonnais, les familles, c'est compliqué à intégrer. Hein. Et il a eu du mal, et maintenant, on le reconnaît. Mais qu'est-ce qui va se passer après lui? Moi c'est ça qui me fait chier. Hein. Est-ce qu'on a un gros friqué qui arrive des États-Unis ou de je sais pas d'où, et qui veut garder un minimum l'identité du club? Ou est-ce qu'on a des pirates de hedge fund qui arrivent et qu'on n'en plus rien à foutre? C'est ça, la question d'après, c'est comment le dernier chef-d'œuvre qu'il va créer, comment il va céder son club, Jean-Michel Aulas. C'est ça la question aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'il prépare les troupes? S'il le fait vraiment, il nous rend un magnifique cadeau. Un magnifique cadeau. S'il prépare les troupes et sa transmission comme il l'a fait à la Cégide. Voilà. Allez, je vais vous laisser, je vous laisse réagir. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Vous avez des anecdotes. Moi, j'ai envie de relire des anecdotes que j'ai peut-être oubliées sur Jean-Michel Aulas. Parce que ça date quand même d'il y a 34 ans, tout ça, maintenant. Voilà. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément l'autre. Et s'il aimait pas l'autre, il n'aurait pas réussi aussi exceptionnellement dans la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une empathie et une compréhension d'autrui exceptionnelle. Et moi, je le remercie, franchement, le plus profondément du monde. Franchement, même si je pense qu'il écoutera jamais cet édito, il s'en fout. Franchement, merci monsieur Jean-Michel Aulas pour tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait depuis 34 ans au club. Franchement, merci. Je sais que c'est l'été, on s'en fout, l'actualité transfert, elle est pas terrible. Bon, demain, on va jouer contre Angers. Ouais, bon, voilà. Donc, autant se faire plaisir et se rappeler les bons moments de la vie. Et Jean-Michel Aulas, c'est un grand homme du football. Et voilà, je voulais commencer l'édito en trouvant 2-3 arguments négatifs, mais je les ai même pas. Vous savez, je fais mes éditos à la volée comme ça. Hein. C'est comme les commentaires, faut les faire à la volée. On s'en fout, c'est pas profond, ça reste pas. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai fini mon édito. Dites-moi ce que vous en pensez. Je tiens à rebondir quand même sur les éditos précédents. Moi, je trouve quand même qu'on a été dur contre Garcia. Ça veut pas dire que j'étais pour Garcia. Vous savez, dans la vie, il faut pas être binaire blanc-noir. Des fois, c'est gris. Hein. La vie, c'est pas blanc, noir, machin. Non. Garcia, il a critiqué le club quand il est arrivé, quand il était à Marseille. Ouais, mais parce qu'il a défendu l'institution de Marseille. Et alors, les fils de paille, il a pas critiqué quand il était à Lyon? Hein, il y a Thomas à un moment qui a dit il pisse sur le club. Ah ouais, par contre, sur le terrain, il faisait le boulot. Par contre, il a quand même pas eu beaucoup de respect pour le club. Hein. La plupart du temps, quand même, l'ami de paille. Quand même, hein, il a quand même cité 5, 6, 7 fois, je veux me barrer dans un top club alors qu'il était sous contrat. C'est professionnel pour vous, ça? Non, attendez, quand c'est Garcia, ça marche pas, et quand c'est l'ami de paille, ça marche. Non. De paille, il a fait le boulot. De paille. Franchement, exceptionnel joueur. Mais franchement, moi, je serais jamais allé l'applaudir en fin de saison, parce que vu comme il a pissé sur mon club, hein, sans parler la langue française, hein, sans parler la langue du club. Hein. Putain, tu fais ça en Italie ou en Espagne, mais tu vas voir comme tu te fais ramasser. Tu vas voir comme il va vite apprendre l'espagnol, le mec, quand il est à Barcelone. Non, franchement, sur Garcia, je trouve qu'on a été un peu dur. Après, effectivement, on a terminé 4ème avec 76 points. Je tiens à le signaler. Et franchement, je vous attends tous, sur Garcia, encore un petit point. Je vous attends quand même. Si Peter Bosz fait aussi bien que Garcia, c'est-à-dire 4ème avec 76 points, 2 demi-finales de Coupe nationale, et une demi-finale de Ligue des Champions, on verra. On verra à ce moment-là. Après, c'est sûr que les gens n'aimaient pas Garcia. Peut-être que la personnalité, elle dérange. Ouais. Après, sportivement, il a quand même fait le job. Je suis désolé de le dire, il a fait le job. Dans un contexte quand même difficile pour lui, négatif. Systématiquement négatif, en interne et en externe. Après, moi, c'est sûr que je ne vais pas le regretter à vie, mais il faut quand même... voilà, la vie, c'est pas blanc-noir, c'est gris parfois. Voilà. C'est comme Depay, hein. C'est pas ouais, t'as critiqué Depay, regarde ce qu'il a fait pour le club. Ouais, regarde ce qu'il a dit sur le club aussi. C'est comme Reine Adélaïde, hein. Faut voir ce qu'il a dit sur le club, hein. Parce que là, ça y est, maintenant il revient parce que il a pas d'autre club et il s'est blessé 2 fois. Faut voir quand même ce qu'il a balancé sur le club, Jeff Reine Adélaïde aussi. Hein. Moi, je l'oublie pas et Thomas il l'a rappelé aussi. Hein. Moi, ressortez l'équipe, hein. Août 2020. Regardez ce qu'il a dit avant de se barrer à Nice. Je rejouerai plus pour ce club, patati patata, même pas. Oh, mais attends, t'es pas marié au club, tu pars. Hein. Voilà, alors après c'est un peu facile, hein. On a tendance à pardonner aux joueurs plus qu'aux entraîneurs. Voilà. Allez, je vous laisse, mais c'était une petite aparté. Et puis c'est bien aussi, amis marseillais, quand je dis Lyon est le 2e tissu économique de France et c'est la 2e ville économique de France, c'est bien. J'ai vu un Marseillais qui a mis Marseille 800 000 habitants, Lyon 500 000. Non, mais j'ai pas dit démographique, j'ai dit économique. C'est bien de lire, c'est bien d'écouter.
En effet, Marseille, il y a très peu de cadres et l'économie est très faible par rapport au nombre d'habitants. C'est une réalité, malheureusement, ça fait peut-être pas plaisir aux Marseillais. C'est une réalité, voilà. C'est bien de temps en temps de lire les choses, hein, pas à moitié. Je suis pas économiste, mais il faut quand même pas dire n'importe quoi non plus. Marseille a un tissu économique qui est très faible par rapport au nombre d'habitants. Voilà, c'est une réalité. Ça fait peut-être pas plaisir aux gens, mais en tout cas c'est statistique, hein, balancer les chiffres de l'INSEE. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse les deux petits apartés que je faisais comme ça sur Garcia et sur Marseille. Moi honnêtement Garcia, c'est pas ma tasse de thé. Après, dans un contexte difficile, il a quand même fait le job, même si à partir de janvier ça s'est délité. Pourquoi ? Eh ben on le saura jamais. On saura jamais ce qui s'est passé en interne. On ne saura jamais de la vie ce qui s'est passé en interne. On ne sait pas pourquoi ça a merdé. Carl Toko Ekembi qui est dedans, qu'il a perdu son papa en janvier. Bah ouais, tu vois, on l'a su récemment ça. Donc c'est sûr qu'après le mec, on comprend mieux pourquoi il n'arrive plus à mettre début. Mais on ne saura pas ce qui s'est passé. Pourquoi avant on marchait sur l'eau et pourquoi tout d'un coup tout s'est effondré. Voilà, c'est bizarre. Allez, bah je vous laisse les gars. Je vous embrasse tous à Millionnet. Allez l'OL. Et allez Jean-Michel Aulas. Ciao, ciao.